Hey! Bienvenue dans un nouveau vlog lecture qui n'était pas du tout prévu jusqu'à hier. Mais hier, j'ai eu un gros boost de nostalgie concernant Nevermore de Jessica Townsend, aka ma saga de jeunesse préférée, avec mes personnages préférés et tout. Bref, j'étais en mode mélancolique, nostalgique, je repensais à tous les bons moments, j'avais envie de relire les tomes, mais je ne les ai pas sous la main. Et le tome 4 que je pensais sortir cette année va sortir en fait l'année prochaine. Du coup j'étais... Et du coup je scrollais dans les posts sur Tumblr concernant Nevermore et je suis tombée sur une recommandation à propos d'un livre qui apparemment a une ambiance similaire à Nevermore, qui est la saga City Spice de James Ponti. Alors je crois qu'il y a au moins les 2 premiers tomes, voire le 3e tome qui est sorti en France chez Casterman. Moi je vais les lire en anglais parce que la publication est plus rapide, comme ça je suis plus familière avec les termes en anglais si je veux poursuivre par la suite la saga en VO. Dans ce vlog là, je sais pas trop si je vais présenter les 4 tomes d'un coup ou alors ce sera un peu trop long. Il y a le 5e tome qui est en cours et qui va sortir en 2024 en anglais. Dans le post qui avait recommandé cette saga là, ça avait dit que il n'y avait pas de romance. Enfin, je sais pas s'il y avait de la romance, mais ça avait dit que pour les asexuels, aromantiques, je crois, la romance n'était pas si importante, la romance était assez dérisoire. Du coup, ça a l'air super cool pour mettre en avant d'autres types de relations qui m'intéressent beaucoup plus. Et il y avait des personnages qui sont colorés et en même temps réalistes. J'ai l'impression que avec ces éléments là, ça peut être assez similaire à Nevermore. Alors je vais pas m'attendre à avoir un aussi gros coup de cœur que Nevermore parce que sinon mes attentes seraient beaucoup trop hautes, mais je m'attends à passer un bon moment, à me détendre le cerveau parce que à côté je lis aussi pas mal de lectures qui requièrent pas mal de concentration, pas mal d'outils intellectuels, même si les sagas jeunesse aussi requièrent des outils intellectuels, à commencer par ton cerveau, ta sensibilité. Quoique ta sensibilité c'est pas forcément de l'intellect, je sais pas trop. Mais bon, je vais quand même être assez active dans ma lecture pour pouvoir bien vous présenter cette saga, peut-être vous donner envie de manière approfondie, argumentée, etc. Mais ce sera beaucoup moins challengeant comme lecture que les autres lectures pour les cours, pour les études, et j'ai trop hâte. J'espère que ce sera un moyen de vous présenter cette saga que j'ai pas vraiment vu circuler, même si la couverture en français me dit quelque chose, mais c'est pas une couverture qui m'aurait attirée. Je préfère honnêtement les couvertures en VO où c'est des illustrations, où ça a l'air trop engageant, genre ça sent l'aventure, ça sent je sais pas des missions, les voyages aux 4 coins du monde et tout. Voilà, bref, j'ai très hâte. Et c'est parti pour le tome 1. Hey, nous sommes le 29 septembre, j'ai fini le tome 1 de City Spice. Je voulais prendre ma caméra dès le début de ma lecture parce que j'avais déjà tellement de choses à dire, tellement de choses sur lesquelles m'enthousiasmer, mais je savais qu'après ça allait être redondant un peu par la suite quand j'allais faire le bilan final. Mais là je vais enfin pouvoir m'extasier. J'avais dit que j'avais commencé cette saga parce que Nevermore, l'univers de Nevermore, l'atmosphère qui s'en dégage, ça me manquait. Du coup je voulais lire une saga qui se rapprochait un peu de ça, mais c'était pas vraiment garanti à 100% de mon appréciation pour cette nouvelle saga parce que il y a des fois où ça dépend de mon mood si tel ou tel ingrédients fictifs vont marcher ou pas sur moi. Par exemple j'avais commencé Magic Charlie, le tome 1, et j'avais pas trop accroché alors que c'est aussi un livre jeunesse qui est hyper rafraîchissant, hyper coloré, original, avec des personnages hyper attachants, de bonnes relations, mais je sais pas, j'étais peut-être pas dans le mood où il y avait quelque chose qui me manquait, il y avait pas une bonne alchimie avec moi malheureusement. Quand j'ai commencé cette saga City Spice, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais quand même un peu peur d'être déçue et ça a super bien marché, vraiment. Il y a des éléments, enfin dès le début ça me rappelait grave Nevermore tout en étant original parce que déjà Nevermore c'est de la fantasy, c'est du fantastique, tandis que City Spice ça se passe dans la réalité. Déjà pour le résumer, on va suivre Sarah qui est une jeune fille de 12 ans et on la retrouve quand elle a été arrêtée par la police pour avoir hacké pour des raisons que je vous laisse découvrir, et comme elle est orpheline, elle n'a pas vraiment d'argent pour se payer un avocat. Du coup elle a un avocat qui est absolument miteux, qui est pas du tout motivé pour la défendre. Puis arrive un homme et c'est là que ça m'a tellement rappelé le début de Nevermore, et en même temps ça restait original et imprévisible dans les circonstances. Genre il y a un homme qui arrive et qui veut remplacer l'avocat parce qu'il se dit que lui c'est un avocat qui est beaucoup plus compétent que l'avocat premier, et du coup il va le remplacer et il va avouer à Sarah qu'il est un imposteur. Voilà.
il n'est pas du tout un avocat, mais qui va improviser pour l'aider au mieux. Quand il parle de l'aider au mieux, ça veut dire réussir à recruter en privé dans son équipe d'espionnage secret, composée d'ados en quelque sorte marginalisés par la société et qui possèdent des talents qui peuvent être particuliers, qui peuvent servir pour l'espionnage. Du coup, Sarah, elle va rentrer dans cette équipe-là, elle va apprendre les bases de l'espionnage et différentes techniques notamment de ses nouveaux camarades, et du coup mettre ses skills de hackeuse au service de cette visée-là. Je pense que chaque tome va être centré sur une mission en particulier dans une ville en particulier. Alors je vais citer le point négatif qui est entièrement subjectif de ma part, qui m'a un peu peiné dans ma lecture, et là j'ai hyper honte parce qu'il y avait pas mal de détails informatiques, technologiques, et comme je suis hyper nulle, j'ai honte de le dire, mais parfois je comprenais pas grand chose. Alors que c'est un livre jeunesse du coup destiné à la compréhension des enfants, des plus jeunes normalement. Objectivement c'est cool parce que ça montre que l'auteur il maîtrise bien son sujet et qu'il prend pas les enfants pour des débiles. Et ça se sent pendant tout le roman. Alors en parallèle de la mission principale du tome 1, on va également suivre l'histoire personnelle des personnages, notamment de l'héroïne Sarah, comment elle va s'adapter au sein de cette nouvelle équipe, au sein de sa nouvelle found family. Est-ce qu'elle va se sentir à sa place? Est-ce qu'elle va se sentir enfin acceptée? Parce qu'elle était ballottée entre plusieurs familles d'adoption et c'était assez éprouvant psychologiquement et physiquement. Et avec cette adaptation là, on a également la quête personnelle du mec qui s'était fait passer pour son avocat, qui l'a recruté et d'ailleurs qui se fait appeler mother, genre mère. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, je sais pas si c'est mignon ou alors si on dirait une secte, mais en vrai on dirait une mère. On va également suivre un peu son histoire personnelle qui est distillée au second plan, qui prend pas beaucoup de place, mais tu sens que son background, il y a beaucoup de traumas, de vécus qui vont prendre de l'importance au fur et à mesure des tomes, parce que voilà, les petites révélations, il y a des petits mystères et tout, et ça a l'air super intéressant. Alors ce que j'ai aimé, c'est que dès le début, on est en plein dans le truc, on est en plein dans l'action en quelque sorte, parce que t'as déjà une situation rocambolesque qui fait que tu sais pas à quoi t'attendre, que tu sais pas où ces nouveaux personnages vont te mener, et il y a ce décalage et cet humour aussi que tu ressens dès le début. Du coup dès le début ça te donne déjà le ton et t'es en mode j'ai trop hâte, je suis trop contente de m'embarquer avec ces personnages assez excentriques, atypiques. Ça promet d'être dynamique, d'être vivant, d'être coloré, d'être imprévisible et d'être super marrant. Et vraiment il y avait des moments où vraiment j'ai adoré parce que l'humour il est vif, il y a des répliques qui marchent tellement bien, il y a des bonnes blagues qui sont intelligentes je trouve, et voilà, ça enchaîne comme ça. C'est parfois des prises au dépourvu parce que le sarcasme vif des personnages ça marche trop bien, et en même temps ça prend déjà soin de mettre de la profondeur dans les personnages, notamment dans le personnage de Mother, parce que tu vois que c'est pas juste un homme qui recrute des enfants comme ça, qui est assez perché et tout. Non, il y a aussi un vécu, il y a aussi cette aura de mélancolie, cette quête qui poursuit et qui le mine, qui le hante tellement. Également les autres enfants qui, même si voilà ils sont très rafraîchissants, ils sont super attachants, c'est des rayons de soleil, mais ils ont aussi leur propre lutte à eux. Par exemple il y a un des enfants qui lui il essaye toujours de faire ses preuves parce que comme il a du mal à étudier à l'école, il a l'impression que les gens le voient pas comme intelligent et du coup il veut montrer qu'il a plein de ressources, et je trouve que c'est quelque chose qui peut être tellement parlant aux enfants et qui peut leur rappeler que même si voilà ils font pas partie du système basique scolaire, du système que la société met en avant, ça veut pas forcément dire que eux voilà ils ont rien dans le cerveau. Au contraire, ils ont leurs propres capacités qu'ils peuvent mettre en avant, qui peuvent être au service pour d'autres causes, même si la société ne voit pas ça. Et en plus ce caractère atypique des enfants, leurs actions, c'est fait également pour dénoncer l'hypocrisie, l'injustice des adultes. Voilà, je vous laisse découvrir, mais parfois t'as les enfants qui agissent de manière pas très légale, mais c'est pour des causes qui au final ça te rappelle que faut pas prendre les enfants à la légère et qu'il faut prendre le temps surtout de les écouter, d'écouter les raisons de leurs actions, et qu'ils ont aussi quelque chose à nous offrir à nous. Du coup je trouvais que c'était à la fois un réconfort pour les enfants et une leçon, un rappel pour les adultes. Au niveau des relations, parce que voilà, Sarah elle va essayer de s'intégrer dans sa nouvelle found family, il y avait tout ce que j'aime. Il y avait du social awkwardness,
il y avait de la maladresse, ou voilà, ça ajoutait de la tension entre Sarah et certains personnages parce qu'il y a des dynamiques qui marchent pas forcément, il y a de l'incompréhension, il y a un peu des quiproquos parce que voilà, on a peut-être du mal à communiquer, et également parce que Sarah elle débarque alors qu'ils sont en train de préparer une mission et du coup ils savent pas trop si Sarah elle est apte à suivre cette mission alors qu'elle est toute nouvelle. Du coup Sarah elle essaie de faire ses preuves, du coup elle se met beaucoup de pression et ça rend ses relations avec les autres encore plus tendues. Voilà, du coup il y avait cette petite dose de angsty qui m'avait quand même parfois serré le cœur, voilà, et cette question de comment concilier les différentes dynamiques entre les enfants, je trouvais que c'était bien développé, et en même temps également c'est pas juste de tendu, il y a également de la gentillesse qui est montrée de manière explicite ou implicite. Ils se soucient l'un de l'autre, ils développent peu à peu leur connexion et comment travailler ensemble. Surtout ça forme une fin de famille qui est pas du tout parfaite, voilà, mais c'est quand même une famille, et voilà, du moment que Sarah elle s'y sent bien et qu'elle sent qu'elle est acceptée pour comme elle est, voilà, c'est l'essentiel. Et puis tu sens que voilà, il y a encore de l'évolution qui se garde pour la suite des tomes, et je suis trop contente parce que j'avoue que dans ce genre de récit où je suis vraiment impliquée émotionnellement, c'est pas tant la mission principale, l'action qui m'intéresse, que le développement des relations entre les personnages, des personnages eux-mêmes, parce que je suis tellement attachée aux personnages que c'est vraiment leur développement humain, social qui m'intéresse le plus, dans lesquels je me sens le plus impliquée, qui me touche le plus. Voilà, du coup pour moi la mission c'est cool, c'est un bon plus pour avoir de l'action, des rebondissements et tout, mais j'avoue que voilà, le plus important pour moi c'est de suivre les personnages, et c'est souvent ce mécanisme là qui détermine mes sagas favorites. Du coup pour l'instant ça se déroule plutôt très bien pour que je m'éclate dans cette saga. C'est vraiment dans mes sagas favorites où c'est pas les moments badass, les moments d'action et tout qui me marquent le plus, qui sont mes scènes préférées. C'est plutôt les moments de tendresse banale entre les personnages, les petits moments subtils, tu vois, les petits détails. Là-dedans, il y a pas mal de ce genre de moments, et du coup, je suis trop contente. Et voilà, comme j'ai dit également, c'est également un condensé d'émotions parce que j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu des larmes aux yeux, des petites larmichettes, notamment à la fin. Elle était trop émouvante, elle était parfaite. Elle était la dernière phrase, c'est une phrase cliché, mais c'est la meilleure phrase pour une fin de famille. Voilà, elle est hyper basique, mais j'ai vu ça, j'étais quel chef-d'œuvre. Je suis trop fragile pour la fin de famille, il faut pas comprendre. J'ai trop hâte de lire la suite. Enfin, bon, j'avoue, j'ai commencé le tome 2 là, et j'ai hâte de vous en faire un retour. J'espère que pour l'instant ça vous a donné envie de commencer de le lire, et que la suite de la saga va autant me hyper et que j'aurai autant de choses à dire, enfin pas autant parce que je vais pas spoiler, et également j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais voilà, j'ai trop hâte, et à bientôt. Hey, on est le 2 octobre et je reviens pour le dernier bilan de ce lot lecture là, parce que au final, au lieu de lire les 4 tomes qui sont sortis de la série, je vais juste me contenter de vous présenter sans spoil les 2 premiers tomes. Pour ce deuxième tome, pour résumer sans entrer dans les détails, sinon ça va spoiler quelques éléments du tome 1, la mission du tome 2 se concentre de manière assez personnelle sur l'un des personnages principaux, et du coup ça va pas être une mission qui va avoir pour but vraiment de sauver la Terre ou quoi, c'est surtout une quête personnelle qui était déjà amortie dans le tome 1, et personnellement j'étais en mode c'est trop cool, je me sentais encore plus impliquée parce que ce que je disais dans le tome 1 c'est que j'étais plus impliquée, je me sentais plus investie dans le développement personnel des personnages plutôt que dans la mission en elle-même qui consistait à sauver la Terre ou je sais plus quoi. Franchement je m'en fous de sauver la Terre, je veux juste que mes bébés soient heureux, et là l'enjeu de cette mission dans le tome 2 c'est que mes bébés soient heureux. Enfin c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est une situation compliquée que je vais un peu développer sans spoiler. J'avoue que j'ai eu un peu du mal parce qu'au final on s'éparpille pas mal également, il y a beaucoup de détails, alors objectivement c'est très réussi parce que l'auteur il n'hésite pas à aller loin dans les détails, dans les informations, dans les ressources. Il y a eu beaucoup de recherches documentaires qui a été fait, ça se sent, pour rendre les choses réalistes, les pistes réalistes. C'est juste que j'étais pas trop dans le mood, j'étais un peu éparpillée, et surtout en fait pour tout
vous dire, voilà, ça serait une occasion encore d'en parler, mais j'étais en plein dans One Piece, dans l'arc Dressrosa, un arc génialissime de génie, et du coup au lieu de lire, je préférais plutôt regarder One Piece, et du coup je me suis éparpillée et j'étais plus trop investie dans la mission en elle-même. Mais ça s'est rattrapé dans les derniers chapitres où vraiment on se recentre de nouveau sur la quête personnelle, et surtout pendant tout le long du tome 2 il y a eu des moments de fortes émotions. Est-ce que je vous mets une vidéo de moi en train de pleurer? Pourquoi pas un jour. Dès le début il y a un putain de moment angsty et ça fait trop mal. Je disais que j'aimais bien le angsty et tout, mais là c'est une grosse dose, je m'y attendais tellement pas. Là il y a des sentiments qui sont très humains, très compréhensibles, qui remontent, et il y a des moments super moments. Voilà, là c'était vraiment les premiers chapitres et j'étais déjà en larmes. Il n'y avait même pas la mission principale qui commençait, mais j'étais au bout de ma vie. Et puis il y a beaucoup de moments qui sont très forts parce que au niveau du développement personnel des personnages, on a été servi. Vraiment. Alors dans ce genre de roman qui me rappelait Nevermore, ce que j'attendais le plus c'était au niveau des personnages, des développements réalistes. On y sent une certaine sensibilité, une certaine empathie avec les enfants, avec ce qu'ils peuvent traverser, ce qu'ils peuvent ressentir, et c'est vraiment ce qu'on ressent dedans. Par exemple, on se plonge dans leurs doutes envers eux-mêmes quand ils sentent qu'ils sont pas assez, qu'ils sont inutiles, qu'ils ont l'impression d'être laissés en arrière, qu'ils sont moins bien que les autres. Ce qui est tellement sain, c'est qu'ils se remettent en question, ils s'excusent quand ils font des erreurs, quand ils disent des choses qui blessent, et en même temps ils arrivent à se confier, et c'est quelque chose que je trouve vraiment d'honorable en fait, de se confier, de confier quand tu te sens le plus vulnérable. Ce qui est encore plus beau, c'est que du coup les autres enfants ou les autres parents, les figures parentales vont être encourageants, vont les soutenir, et c'est toujours ça en fait, quand l'un d'eux doute, les autres vont l'aider à se rendre compte de sa valeur, et c'est tellement beau. Et ça m'a rappelé une citation très très célèbre dans les mangas, je crois que ça vient de Gurren Lagann, c'est « Crois en toi, et si tu ne crois pas en toi, crois en moi qui crois en toi ». Et voilà, en vrai je trouve ça beau, bref. Le côté angsty, on en parle. Alors vraiment ça aborde énormément de questions. Il y a beaucoup de moments angsty, que ce soit au niveau de l'amitié ou de la famille. Déjà au niveau de l'amitié, enfin voilà, comme je l'avais dit, ces moments d'insécurité, ces sentiments d'insécurité qui peuvent entrer en conflit avec l'amour que tu as pour quelqu'un, parce que tu te sens peu valorisé par rapport à elle, tu te sens moins utile ou quoi, et du coup il y a ce sentiment de jalousie en fait qui naît et qui obstrue, qui rend la relation très tendue. Et au niveau de la famille, bon, je m'y attendais pas, mais c'est vrai que ça aussi, ça m'a rappelé pas mal le tome 3 de Nevermore. Alors d'ailleurs, je dis tout le temps, ouais ça me rappelle, mais je sais même pas c'est quelle saga qui est sortie en premier entre Nevermore et City Space. Et je veux pas dire que City Space a recopié Nevermore, genre c'est des ingrédients, tu peux retrouver j'imagine dans plein de livres de jeunesse, c'est juste que je savais pas par où commencer pour trouver ce genre de livre, ce genre d'ingrédients. Et voilà, du coup quand je compare à Nevermore, c'est juste à titre purement amélioratif, pour dire pourquoi j'ai autant aimé, pourquoi je trouve que c'est des éléments qui peuvent être encore plus mis en avant dans la littérature jeunesse, et pourquoi la littérature jeunesse c'est aussi génial, c'est aussi fouillé, aussi riche et aussi intelligente. Bref, je me perds. Et oui, et en fait ça m'a rappelé un peu le tome 3 de Nevermore, où ça va nuancer le principe de found family. C'est dur hein, parce que tu sais, nous ce qui nous réchauffe le cœur dans une found family, c'est que c'est une famille que t'as choisie. Tu vois, c'est une famille qui vient du plus profond de ton cœur, du plus profond de tes souhaits. Là, il y a cette question en mode, oui, on est une found family, mais on n'est pas une vraie famille. On est comme une famille, tu vois. T'as des enfants, nos héros de la found family qui vont se remettre en question en mode, bah en fait, tu vois, genre il y a une famille biologique, il y a nous comme found family, forcément, nous, peut-être on est plus secondaire, tu vois. Et bah, ça rajoute à leur sentiment d'insécurité. C'est déchirant parce qu'ils sont orphelins, et pour eux c'est leur vraie famille, cette found family. Mais ils se disent ouais, mais pour par exemple des figures parentales qui eux ils sont des enfants biologiques, naturellement ils font peut-être une hiérarchie, ou voilà, du coup c'était déchirant. Oh, ça faisait tellement mal au cœur. Après c'est pas lourd, c'est pas dramatique, c'est juste des questionnements qui sont réalistes, et c'est distillé dans beaucoup de tendresse, de fraîcheur. Genre il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait du coup ils vont dans plusieurs villes lors de leur mission, et t'as la figure maternelle un peu du groupe
qui est en mode, en fait, à chaque fois qu'on va découvrir ces vies dans l'émission, je veux pas juste que ce soit pour remplir la mission, je veux également veiller à ce que les enfants profitent de la découverte de la ville, s'amusent, découvrent de nouveaux endroits et tout. Et voilà, du coup, ils les traitent pas seulement comme des agents, ils les traitent pas comme leurs enfants, ils veulent qu'ils s'amusent, et du coup t'as plein de moments où ils sont en pleine mission, mais c'est pas grave, ils vont aller manger, ils vont aller jouer, ils sont des paris et tout, c'est trop mignon, tu vois, tu sens vraiment que c'est une famille, et ça prend le temps de développer les connexions, les liens entre les différents enfants. D'ailleurs dans ce tome 2, on n'est pas centré sur le même enfant, on n'est pas centré sur le même personnage principal, du coup j'imagine que dans les autres tomes, chaque tome va mettre en lumière un peu plus un enfant par rapport aux autres pour que chacun ait leur moment de gloire et leur tome de gloire. Petit bonus également, j'avais pas mentionné mais à la fin t'as des petites cartes de personnages avec des informations par rapport à eux, genre ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, et je crois que au fil des tomes ça change les informations, comme ça on les découvre un peu plus, et voilà, du coup t'as des petites anecdotes et tout. Je trouve que c'est trop mignon, vraiment, t'as des anecdotes, ça m'a fait fondre d'amour. C'est un petit détail mais c'est important, les petits détails. C'est dedans que se concentre le génie des constructions des personnages. Dans ce tome-là, on retrouve beaucoup de questions par rapport à l'amitié, à la famille, ce que je voulais, des personnages réalistes, un complexe d'infériorité qu'on peut ressentir, mais qui peut être vaincu, surmonté par l'affection qu'on partage avec les autres, par le soutien qu'on a, le soutien qu'on apporte également aux autres. Également parce que c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on donne. C'est dans ce genre d'échange qui arrive, qui nous aide à nous rendre compte de notre valeur, et je trouve que c'était super bien montré. Je vais arrêter ce vlog ici parce que je me dis que si je lis tout d'un coup, je vais moins profiter peut-être des personnages, alors que si je laisse quelques temps passer, après je retrouve les personnages, il y aura, tu sais, ils vont me manquer et du coup je serai encore plus heureuse de les retrouver. Et aussi parce que on est en octobre, j'allais dire c'est l'automne mais il fait chaud, du coup c'est pas trop l'automne, mais je voulais faire plutôt des vlogs lecture sur certains livres en particulier qui me rappellent la saison halloweenesque, genre lire des thrillers, lire certains livres à l'ambiance mystérieuse, dark, assez poisseux, et du coup il faut que je conclue ce vlog pour en démarrer un autre, et j'ai trop hâte parce qu'il y a plein de lectures qui me donnaient trop envie. Je sais pas encore par lequel commencer, mais j'espère que vous allez bien aimer. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais du coup pour les deux premiers tomes, le tome 1 j'ai donné 4 sur 5, voire 4,5 sur 5, je sais pas trop, 4 sur 5, allez, hop, on passe sur un 4 sur 5. Et le deuxième tome, je vais mettre 3,75 sur 5. C'est vraiment une bonne saga pour l'instant, et j'espère que ça vous a donné envie de commencer cette saga. Si les thématiques vous intéressent, si vous êtes aussi touché par ces thématiques que moi, franchement vous allez trop aimer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures livresques dans mes autres vlogs lecture, etc. Et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!